Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est crayon. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Jusqu'à votre cher espoir, votre sale espoir. C'est le dialogue sur le bonheur. C'est un extrait très important ici dans la pièce théâtrale de John Alluil de l'Antigone. Alors voici donc l'introduction. Suivez avec moi mes chers amis, mes chers élèves. Peut-on lutter vraiment contre son destin? C'est ça la question. Peut-on lutter vraiment contre son destin? Antigone, fille d'Édipe, fait partie d'une lignée sur laquelle plane indéniablement la mort et la fatalité. C'est ainsi qu'elle est en tout cas présentée par Sophocle. Sophocle, on sait déjà, c'est un tragédien grec de l'Antiquité grecque. Alors dans la réécriture de John Alluil, créée pour la première fois en 1944, la question du bonheur est néanmoins posée. En effet, alors qu'Antigone se dresse contre la loi de son oncle Créon, au péril de sa vie, dans le passage que nous allons étudier, ce dernier tente de lui faire entendre raison, en lui montrant que le bonheur est possible. Je parle ici de Créon. Créon essaie de convaincre sa nièce que le bonheur est possible. Mais Antigone, l'héroïne tragique, ou l'héroïne de tragédie, persiste à croire que le bonheur n'est pas pour elle. Alors voici donc la question posée. En quoi cet extrait propose une vision tragique du bonheur comme idéal et inaccessible? Voici donc premier axe, un affrontement verbal. Un affrontement verbal. La voix de la sagesse. La voix de Créon. La voix de la sagesse. Alors Créon, dans ce passage, représente une forme de figure paternelle pour Antigone. Il représente comme son père. Il se soucie ainsi d'Antigone tout d'abord en lui posant une question qui montre l'intérêt qu'il porte à la jeune fille. Qui montre vraiment l'intérêt qu'il porte à la jeune fille, à Antigone. Que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant? Alors on le voit également dans les nombreux conseils qu'il donne à Antigone. Remarquable par l'utilisation du mode impératif. Marie-toi. Marie-toi. Ne reste pas trop seul. Ne reste pas trop seul. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. On remarque par ailleurs qu'il essaye de rompre la distance qu'il y a entre Antigone et lui. Alors, à travers son discours, je parle ici de Créon toujours, on note également toute la sagesse contenue dans les propos de Créon. Je vous donne un exemple. Alors, il y a rien d'autre ne compte. C'est un exemple avec des phrases au présent à valeur de vérité générale. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Alors je répète encore une fois les répliques de Créon. Rien d'autre ne compte. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Alors ici, face au roi Créon, qui incarne le père
protecteur et sage, Antigone, une petite fille, Antigone, représente l'adolescente en pleine rébellion et peu réceptive aux conseils prodigués. Face au roi Créon qui incarne le père protecteur et sage, Antigone représente l'adolescente en pleine rébellion et peu réceptive aux conseils prodigués. Maintenant, l'impulsivité d'Antigone. Alors Antigone est un personnage d'abord éteint, comme le suggère la brièveté de ses réponses ainsi que les didascalies. Au début, Antigone réagit à peine. Ses réponses sont courtes. Mais le mot bonheur, prononcé par Créon, modifie sa façon de réagir. Ce mot fonctionne, ça veut dire le mot bonheur, fonctionne comme un déclencheur de la parole. Un mot est déclencheur de tout, le bonheur, ce qui souligne l'impulsivité d'Antigone. Alors Antigone devient rapidement insolente à l'égard de son oncle et roi Créon. On voit tout simplement le tutoiement, le vocabulaire dépréciatif, petite plaie sur le visage comme un exemple, graisse autour de toi. Absence d'obéissance aux ordres quand il lui demande de se taire. On voit ainsi que, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce n'est pas Créon qui va dominer le dialogue, mais Antigone. Antigone qui va dominer le dialogue. C'est pas Créon. On passe maintenant au troisième point. La progression du duel. Structure en deux temps. Tout d'abord, Créon a le dessus. Ensuite, c'est au tour d'Antigone. Au départ, c'est clairement Créon qui domine le dialogue. Elle est en effet à l'initiative de celui-ci par ses questions. Que vas-tu faire maintenant? Par ailleurs, ses interventions sont plus développées que celles d'Antigone et par leur contenu, on note la supériorité de l'expérience, notamment avec l'expression du futur. Tu verras, par exemple. Néanmoins, les rôles s'inversent. Le mot bonheur, prononcé par Créon, fonctionne ainsi comme une charnière qui déclenche la parole de la jeune femme Antigone, puisque jusque-là, ces phrases sont quasiment monosyllabiques. Oui, etc. On remarque alors l'incapacité de Créon à répliquer. Répétition du verbe se taire, par exemple, sous différentes formes pour seule réaction. Tais-toi. Te tairas-tu enfin? Et insulte imbécile, folle, qui marque l'absence de maîtrise de Créon. Il n'y a par ailleurs plus aucune véritable argumentation de sa part. Alors il s'agit ici donc d'une véritable joute verbale qui est dominée contre toute attente par Antigone. L'objet du conflit étant la question du bonheur qui semble opposer les deux protagonistes. Maintenant, deuxième axe, la question du bonheur. Voici donc le premier point ici dans ce deuxième axe, la question du bonheur, la vision de Créon. Vision de la maturité. Vision de la maturité. Créon est un personnage âgé qui a donc acquis une certaine expérience. Alors, exemple, la vie n'est pas ce que tu crois. Cette phrase montre l'opposition entre les suppositions de la jeunesse et l'expérience de Créon. Pour Créon, le bonheur est fondé sur des petits gestes du quotidien. On note ainsi l'accumulation. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Associé à l'insistance concernant le mariage, cette accumulation ne montre que pour Créon, le bonheur correspond à une conception assez traditionnelle et commune de la vie. Se marier, avoir des enfants, travailler, avoir une maison. Et profiter de certaines joies
simple. Alors le bonheur de Créon, qui passe par l'accumulation de petites choses, semble correspondre à tout ce que refuse Antigone. Maintenant, s'il vous plaît, on passe au deuxième point, le deuxième axe, la question du bonheur, la vision adolescente. La vision d'Antigone repose en effet sur le refus de cette petite vie paisible proposée par son oncle. On voit l'insistance sur le mot tout et sur le caractère immédiat. Je veux tout de suite. Je veux tout de suite. Aucune concession possible. D'accord? Alors le bonheur, c'est un bonheur impossible bien sûr. Le bonheur impossible pour Antigone, car il ne se projette pas dans l'avenir, puisqu'il est condamné à mourir. Il n'y a pas d'avenir possible pour elle, mais aussi pour son oncle, qui ne parvient pas à répondre à la succession de questions qu'elle lui pose. Par exemple, quel sera-t-il mon bonheur? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? En effet, la seule réaction de Créon, alors, c'est un haussement d'épaule, forme de didascalie, et un tu es folle, tais-toi, c'est-à-dire une absence de véritable réponse. Alors les deux visions semblent ainsi radicalement opposées. Pourtant, à bien regarder, on peut se demander dans quelle mesure il ne s'agirait finalement pas d'une seule et même vision du bonheur. Maintenant, on passe au troisième point. Deux points de vue qui ne font qu'un. Il faut rappeler ici qu'à plusieurs reprises, Créon fait remarquer à Antigone que celle-ci lui ressemble. Comparaison, comme toi, deux fois, un petit crayon maigre et pâle, faisant penser à la description de l'héroïne dans le prologue, au début de la pièce. Le tien et le mien. Même Antigone finit par utiliser cette comparaison. Elle dit, je te vois à 15 ans, tout à coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. Alors Créon a eu la même vision du bonheur qu'Antigone, mais sa vision a évolué au fil des années. La conception d'Antigone reste figée, car Antigone ne veillera pas, touché par la fatalité de sa lignée. Créon a eu la même vision du bonheur qu'Antigone, mais sa vision a évolué au fil des années. La conception d'Antigone reste figée, car Antigone ne veillera pas, touché par la fatalité de sa lignée et sa mort prochaine, ni moins, avec quelques années de plus, peut-être rejoindrait-elle Créon dans sa vision du bonheur. Dans cette scène de la tragédie, Antigone de John Alville, deux personnages s'opposent sur la question du bonheur. L'un le trouvant dans les petites choses du quotidien, c'est Créon, l'autre le voyant comme un tout idéal et inaccessible. Antigone. En réalité, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une même conception universelle du bonheur, mais qui évolue en fonction de l'âge. Créon et Antigone nous montrent ici, bien à travers cette joute verbale, que chacun est en quête d'un même bonheur, mais que celui-ci diffère selon l'âge. Par exemple, enfant, on le vit pleinement sans même se poser de questions. À l'âge, le veut entier sans concession. Avec l'âge, l'expérience et la maturité, on s'aperçoit que le bonheur est partout présent autour de nous pour qui sait le saisir. Alors, dans ce passage, Antigone ne le comprend pas encore. Il lui faudra attendre d'être face à la mort pour le comprendre enfin comme en témoignent ces deux répliques. Bien sûr, ces deux répliques tirées de dialogue entre Antigone et le garde à la fin de la pièce. Créon avait raison.
je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Crayon avait raison, je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Alors on va commencer par